Lutte contre la corruption. Ce 9 décembre a été célébrée la journée internationale. Au Burkina Faso, le phénomène connaît un ralentissement en 2014, mais prend de l'ampleur par la suite en 2016. C'est l'analyse de l'ASE-LC et le RENLAC. La répression serait la clé pour endiguer la corruption selon ces structures engagées contre le phénomène. Vous les entendrez dans ce journal. Double célébration au CCVA, centre de contrôle de véhicules automobiles ce matin. Le CCVA s'est doté d'une nouvelle station et d'un nouveau certificat de visite technique. La station inaugurée permettra à la clientèle de réduire le temps d'attente. Quant au nouveau certificat, il vient résoudre la problématique de la fraude. En Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz, 63 ans, est le nouveau chancelier. Il a prêté serment hier avant les députés du Bundestag, le Parlement allemand. Il remplace Angela Merkel, celle-là qu'on appelait la chancelière éternelle, qui a occupé ce poste pendant 16 ans. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour commencer, lutte contre le terrorisme. Opération conjointe Tanli 2 entre le Niger et le Burkina Faso. Elle a permis de démanteler 2 bases terroristes dans la zone de Yeritagui, province du Gourma, région de l'Est Burkina Faso, et de Kokoluku au Niger. Les différentes actions ont également permis d'obtenir les résultats suivants. Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine d'individus suspects appréhendés, de l'armement fusil d'assaut AK-47 et fusils mitrailleurs récupérés, plusieurs caisses de munitions et des chargeurs récupérés, des dizaines de fûts de carburant saisis, une quinzaine d'engins explosifs improvisés découverts et détruits, des moyens de communication saisis, plusieurs centaines de motos, des moyens roulants saisis ou détruits et des composants d'engins explosifs improvisés saisis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 9 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, une journée décrétée par les Nations Unies pour prévenir et sensibiliser le monde sur l'impact de ce phénomène social, politique et économique. Au Burkina Faso, des structures comme l'ASE-LC et des organisations de la société civile comme le RENLAC font de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. À l'occasion de cette journée, la parole leur est donnée pour faire l'état des lieux du phénomène. Et selon ces derniers, de leur rapport, la corruption connaît une recrudescence depuis 2016. Sanata Siré. La corruption est un phénomène social, politique et économique qui touche plusieurs pays dans le monde. Au Burkina Faso, elle a connu une baisse significative après l'insurrection de 2014. Chose qui n'a pas duré, puisque le phénomène est réparti à la hausse dans les années 2016-2017, selon le rapport de l'Autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption, ASE-LC. Cette recrudescence s'explique selon le contrôleur général de l'État par l'absence de sanctions et de répression des actes de corruption dans le pays. Et nous attirions l'attention sur ce point en disant que le fait de ne pas sanctionner et donc d'installer l'impunité fait le lit de la corruption. Et la réalité est là que ce soit la petite corruption ou la grande corruption, on est aujourd'hui dans une situation où le fait est là, au risque même que certains parlent de corruption institutionnalisée. Sur la question de l'accroissement du phénomène au Burkina Faso, le secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption RENLAC confirme que la situation fait état d'une augmentation de près de 400% de 2016 à 2020. Et chaque année, lorsque nous posons la question par rapport à l'année précédente, le chiffre ne fait qu'augmenter. Et depuis 2016 à maintenant, là aussi nous avons noté une augmentation assez inquiétante. Ça fait que les deux indices, à savoir la fréquence et l'évolution de la corruption, analysés, nous avons créé ce qu'on appelle un indice de perception de la corruption qui montre que la corruption au Burkina Faso, en dehors des années 2015 et 2016, au Burkina, depuis 2000, est un phénomène en constante croissance. Chaque année, le RENLAC produit un rapport qui classe les structures les plus corrompues selon la perception des citoyens. Toutefois, la structure regrette la non prise en compte du dit rapport par les décideurs. Normalement, si les décideurs tenaient compte de ces rapports, nous pensons qu'ils allaient adopter d'autres comportements qui allaient faire que la corruption allait régresser.
Par contre, lorsque nous classons les services et nous publions le rapport, il y a des services qui viennent vers nous et qui nous demandent comment est-ce que, d'abord, qui nous demandent des précisions sur les informations que nous avons sur les services, et ensuite qui nous demandent comment nous pouvons faire pour les aider à ce que leur situation change. Pour lutter efficacement contre la corruption au Burkina Faso, le contrôleur général propose 3 piliers, à savoir la prévention à travers la sensibilisation de la jeune génération, la répression qui consiste à punir sévèrement ceux qui commettent l'acte et l'exemplarité. La question de la corruption doit être une question sociale pour montrer ses méfaits par rapport au corps social et aux injustices que la corruption installe. Il faut que les gouvernants soient exemplaires et évitent d'avoir des comportements qui incitent ceux qui sont en bas de suivre et de considérer que la licence et les écarts sont des choses permises parce que ceux qui sont en haut se le permettent. Donc si on agit sur ces 3 ressorts-là, nous verrons bien qu'il y aura une baisse de la corruption. La solution, selon le RENLAC, c'est l'intensification des actions judiciaires contre la corruption au Burkina Faso. Le RENLAC dit avoir une vingtaine de dossiers en justice et d'autres actions sont entreprises à son niveau pour atténuer les cas de corruption dans le pays. Nous mettons en place des structures de veille. Des structures de veille qui peuvent être mises en place comme dans les ministères des Finances, des structures que nous appelons des comités anticorruption, qui sont des structures internes. Mais aussi, ça peut être des structures composites, où les acteurs internes acceptent la participation de la société civile pour mettre en place des cadres de suivi citoyen, des prestations de services comme à la santé, comme à l'éducation. Et ces genres de structures aussi peuvent avoir un rôle et un impact dans la lutte contre la corruption. Et dans les activités de formation, nous nous intéressons beaucoup à la jeunesse. Nous avons créé un journal, une bande dessinée pour les jeunes qui s'appelle Bande dessinée Kouka. Sur la base de cette bande dessinée, nous avons produit un téléfilm de 26 épisodes de 26 minutes que nous avons diffusé sur plusieurs chaînes. La corruption, faut-il le retenir, freine la croissance économique d'un pays. Elle nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de compétences et de ressources, selon les acteurs anticorruption. Dans une adresse à la nation le 30 octobre dernier, le chef de l'État a annoncé une opération main propre contre la corruption dans le pays. La SELC a salué cette initiative du président du Faso et entend accompagner son initiative si toutefois elle est mise en place. Cette année, la journée internationale de lutte contre la corruption au Burkina Faso sera célébrée sous le thème « La participation citoyenne dans la lutte contre la corruption, passons aux actes ». Et justement, dans la dynamique de lutte contre la corruption, la télévision True TV vous propose samedi prochain à 18h25 la nuit de l'anticorruption. Il s'agit d'une nuit pour célébrer la transparence dans la gestion de la chose publique. 9 décembre 2021, une journée très heureuse pour le personnel et la clientèle du Centre de contrôle de véhicules automobiles CCVA. En effet, la structure a inauguré une nouvelle station à Goncé, à la sortie est de Ouagadougou, et lancé un nouveau certificat de visite technique. Ce nouveau certificat, qui se veut fiable et sûr, vient répondre à la volonté de lutter contre les falsifications, la fraude et les confections parallèles. C'est l'aboutissement du processus de modernisation et de sécurisation du certificat de visite technique pour garantir la sécurité routière au Burkina Faso. On fait le point avec Abdourahim Mienye. Ce sont 2 événements heureux pour le personnel et la clientèle du Centre de contrôle de véhicules automobiles CCVA. Le lancement du nouveau certificat de visite technique et l'inauguration de la station de Goncé. Située dans la commune de Samba sur la route nationale 4, cette station comprend 2 lignes de contrôle équipées
pour la visite technique de véhicules poids lourds. Au terme, ce centre sera doté de 4 lignes de contrôle adaptées pour toute catégorie de véhicules. L'objectif est de désengorger la station de Ouagadougou qui n'arrive plus à contenir le flux de véhicules selon le secrétaire général du ministère en charge des Transports et de la Sécurité routière. Donc nous inaugurons aujourd'hui un premier hall qui est exclusivement dédié aux poids lourds. Voilà. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez au siège, lorsque rapidement 2 ou 3 poids lourds gardent devant la porte, vous êtes carrément pris, c'est vraiment des déviations. Et donc nous avons voulu que ces poids lourds-là soient déviés vers justement cette sortie de Ouagadougou pour permettre que naturellement leur visite puisse se faire en toute sérénité sans véritablement encombrer la façade du siège. Le nouveau certificat de visite technique en PVC sous forme de carte d'identité est pratique, sûr et fiable selon la directrice générale du CCVA, Zalissa Koumaré. Cette innovation vient selon elle lutter contre la falsification et la fraude dont la version papier faisait l'objet. Ce certificat est sûr parce qu'il y a suffisamment d'éléments de sécurité dessus et qui fait que c'est difficilement falsifiable. C'est fiable parce que n'importe qui peut l'authentifier au-delà des forces de l'ordre. Si vous prenez le certificat, vous avez des éléments qui vous permettent de vous assurer tout de suite que c'est le vrai certificat. Il y a la carte du Burkina Faso sur un véhicule, une voiture. Il y a le drapeau du Burkina Faso. Il y a un code QR, un code barre. Il y a le logo du CCVA en 3D. En fonction de l'inclinaison de vue, en fonction de l'angle de vue, vous voyez plusieurs couleurs. Ça, c'est des éléments visuels. Et vous avez aussi la possibilité de l'authentifier à travers votre portable, le lecteur code QR que vous pouvez télécharger gratuitement sur le net. Et dès que vous l'avez, même si vous n'êtes pas connecté, vous avez la possibilité de flasher le code QR et de lire les informations qui s'y trouvent. Les tarifs de la visite technique restent en l'état. Les coûts ont été bien étudiés et devront être supportés par le CCVA. Il est prévu l'ouverture d'une station à Basenko dans la périphérie nord de Ouagadougou et la construction de stations secondaires dans plusieurs autres villes du pays. Ce hall de Goncé porte à 13 le nombre de stations fonctionnelles. Il porte le nom des 3 agents du CCVA qui ont été lynchés à mort dans la région du Sud-Ouest le 27 août 2021. À Koutgo, région du Centre-Ouest, l'Office national de sécurité routière ONASER a tenu une session de formation au profit des hommes de médias. Cette session s'est tenue les 7, 8 et 9 décembre 2021. La dite formation portait sur les pratiques et moyens mis en place par l'ONASER pour la sécurité routière au Burkina Faso. L'objectif visé avec les journalistes est de les outiller sur la thématique, mais aussi et surtout obtenir d'eux de larges productions sur la sécurité routière. Mamitri Anakamapo. Dans le premier semestre de l'année 2021, 706 personnes ont perdu la vie à cause des accidents de la circulation au Burkina Faso. C'est fort de ce constat que l'Office national de la sécurité routière ONASER a entrepris d'outiller un certain nombre d'acteurs sur la sécurité routière. Après les transporteurs et chauffeurs routiers, c'était au tour des hommes et femmes de médias d'être formés sur les mécanismes et les moyens mis en place pour la sécurité routière. Derrière ces chiffres, ce sont des vies. Derrière ces chiffres, ce sont des familles. Derrière ces chiffres, c'est la nation entière qui est amputée de ses bras valises. Et nous disons que le coût humain est inacceptable, ça ne doit pas continuer. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est bon que toutes les couches socio-professionnelles, toute la nation entière puisse se mobiliser pour qu'on mette fin à cela. Parce que nous, de plus en plus, on constate que les gens ont intégré cela dans la conscience comme c'était une fatalité. Non. L'accident de la circulation n'est pas une fatalité, c'est la faute de quelqu'un. L'objectif de ces 72 heures de travaux, selon les responsables de l'ONASER, c'est de promouvoir la sécurité en outillant les hommes de médias pour favoriser la production journalistique allant dans ce sens. Cette session a permis d'impliquer les journalistes dans la lutte contre les accidents routiers.
En effet, plusieurs thématiques ont été développées par les experts de l'ONASER. Il s'agit notamment de la présentation de l'ONASER, la présentation de la problématique des accidents au Burkina Faso, la politique nationale de sécurité routière, entre autres. Une session participative entre formateurs et journalistes. On peut dire que c'est une formation quand même qui a connu une réussite. Et pourquoi? Cela s'est ressenti au niveau des interventions et des contributions. Et le quota attendu est atteint et surtout au niveau des interventions, nous avons senti quand même qu'on a un partenaire, nous avions des partenaires sur qui nous pouvions compter pour relayer l'information, pour vraiment nous accompagner dans les actions de promotion de la sécurité routière un peu partout au Burkina Faso. Le cadre institutionnel et réglementaire de la sécurité routière au Burkina Faso, ainsi que les actions de promotion des pratiques en matière de sécurité routière, étaient également au cœur de cette formation. Et au sortir de cet atelier, l'ONASER souhaite que les hommes de médias sensibilisent la population dans son ensemble sur le bon comportement à adopter dans la circulation. Le port de casque, nous ne cesserons tant que nous avons l'occasion d'interpeller les uns et les autres à respecter cela, parce que il y va de notre vie. Il n'y a pas dit, par exemple, pour nous les filles, j'en connais qui disent que non, si je fais ça, ça ne respecte pas ma coiffure ou bien ça dégrade ma coiffure, ça va enlever, et comment dirais-je, le maquillage. C'est parce qu'on est vivant qu'on est belle. Dans la tombe, il n'y a plus de beauté. Donc, l'essentiel ici, pour se protéger contre quoi que ce soit, c'est de se protéger, de porter son casque et rester prudent. Cette formation s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation entreprises par l'ONASER dans la lutte contre les accidents de la route. Pour ces 3 jours, une centaine de journalistes venus des différentes régions du Burkina Faso ont pris part à cet atelier de formation. Retour à Ouagadougou, l'École nationale des régies financières ENAREF met à la disposition des entreprises publiques et privées burkinabais 22 agents formés dans le domaine de la fiscalité et de la gestion de l'entreprise. Ils ont reçu leur parchemin ce 9 décembre 2021 au sein de l'école à Ouagadougou lors d'une cérémonie officielle. La promotion baptisée Excellence avait pour parrain Dr Aboubakar Nakanambo, commissaire du gouvernement près de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso. Le reportage de Fatima Tanikema. Ils étaient 27 auditeurs au départ et 22 viennent de recevoir leur diplôme de master en fiscalité et gestion d'entreprise. Tous formés à l'École nationale des régies financières ENAREF, cette première promotion a pour nom de baptême Excellence. Les lauréats du jour se disent satisfaits de l'apprentissage dont ils ont pu bénéficier et comptent assumer avec professionnalisme leurs futures responsabilités. À en croire le représentant de ces derniers, ils ont reçu la formation qu'il fallait pour mener à bien les tâches qui leur seront confiées. Une déclaration qui satisfait le directeur général de l'ENAREF. Pour l'essentiel, ce sont déjà des travailleurs, des gens qui sont dans les administrations publiques et privées. Et c'est justement ce master leur permet de pouvoir gérer la fiscalité au niveau de l'entreprise. Donc ça va leur permettre de pouvoir mieux faire leur déclaration d'impôts, mieux calculer les impôts et éviter effectivement les redressements fiscaux lorsque l'administration fiscale va venir pour les contrôles. Ces auditeurs ont choisi comme parrain le docteur Aboubakar Nakanabo, inspecteur des impôts et commissaire du gouvernement près de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso, l'ONACA. Occasion donc pour lui d'inviter ses filleuls au respect des textes qui encadrent leur métier. Également les inviter à être des solutions, parce que souvent on pose certains actes en pensant au gain, alors qu'en posant un acte, il faut penser à une solution qu'on propose. Et quand on propose une solution qui rencontre un problème non résolu, à coup sûr, on gagne. Donc je voudrais féliciter tous ces lauréats et leur dire d'être exemplaires et de continuer dans l'excellence. En 2019, l'ENAREF a conclu un partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie basée en Égypte. Une collaboration basée sur la mise en place de 2 masters professionnels. Il s'agit du master en fiscalité et gestion d'entreprise et de celui en analyse politique économique.
Le Conseil économique et social tient depuis le 23 novembre dernier sa deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2021 à Ouagadougou. Une session qui se tient sous le thème « Accroissement substantiel et durable des productions agricoles irriguées ». Quelle stratégie pour assurer une disponibilité et une exploitation efficace des eaux au Burkina Faso? Une session qui permettra à l'institution de proposer des solutions en vue d'améliorer la production agricole irriguée. Occasion pour le président du CES, Bonaventure Ouedraogo, de livrer un bilan à mi-parcours des activités réalisées. Assurer une disponibilité de l'eau et l'exploiter afin de pouvoir accroître de façon substantielle et durable les productions agricoles irriguées, c'est l'objectif de cette session du Conseil économique et social. Réunis depuis le 23 novembre dernier, les conseillers se sont donnés pour mission de proposer des solutions pour une meilleure mobilisation des ressources en eau. Plusieurs activités ont été réalisées à cet effet, à en croire Bonaventure Ouedraogo. Alors, pour approfondir le débat, nous avons eu à entendre un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par la question. C'est ainsi donc que nous avons commencé donc par recevoir en plénière le ministère de l'eau. Et le ministère de l'eau est venu nous faire l'état des lieux de la ressource en eau. Alors, après avoir échangé avec le ministère de l'eau, pour avoir une idée précise de la ressource en eau et de ce que nous pouvons faire avec la ressource en eau, nous avons reçu donc le ministère de l'Agriculture. Nous avons fait également le même exercice. C'est avoir l'état des lieux des plaines irriguées, savoir ce qu'on y cultive, savoir ce qu'on fait, quel est le rendement que nous avons. Et nous avons pu aussi avoir avec le ministère les superficies qui sont exploitées actuellement. Après avoir écouté les différents acteurs de la chaîne, l'ensemble des conseillers se sont ensuite retrouvés dans 4 commissions pour poursuivre les réflexions dans le but de fournir des recommandations à l'attention du gouvernement et des acteurs. Et quand nous allons terminer avec ces réflexions, nous allons faire un rapport synthèse, et c'est ce rapport synthèse que nous allons mettre à la disposition des différents décideurs qui verront donc le fruit de nos réflexions, qui verront donc ce que les 90 compétences du CES ont suggéré comme piste de solution pour que nous puissions en tout cas accroître de façon durable et substantielle nos productions agricoles irriguées. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social, faut-il le rappeler, se tient du 23 novembre au 20 décembre 2021. Ce conseil est composé de 90 conseillers issus de tous les domaines d'activité. Santé, du 9 au 10 décembre, des acteurs communautaires de santé, des techniciens de santé et le réseau d'accès des médicaments essentiels RAM se parlent autour de la question de l'analyse du paquet minimum pharmaceutique communautaire. 2 jours d'atelier qui permettront aux participants d'accorder leur violon sur ce paquet minimum pharmaceutique communautaire essentiel pour une prise en charge des patients atteints des maladies du Fonds mondial. Michael Toukri. À cet atelier, il est question pour les participants d'analyser le paquet minimum pharmaceutique communautaire, des mécanismes qui permettent aux agents de santé dans les formations sanitaires de prendre en charge des patients. Techniciens de la santé, organisations de la société civile et le réseau d'accès aux médicaments essentiels vont s'accorder sur les éléments à prendre en compte dans les activités déléguées aux communautaires. Il y a un certain nombre de produits qui ont été autorisés pour que effectivement les OBC puissent administrer ou du moins en tout cas assurer un peu l'accès aux populations. Et ce paquet minimum concerne donc ces activités déléguées aux communautaires et actuellement nous voudrons effectivement voir les intrants qui sont utilisés donc dans l'administration donc des activités déléguées aux communautaires. Donc il s'agit d'identifier ces paquets d'activités et les intrants associés afin de pouvoir faire le suivi de l'accès des populations aux services de santé. À ces 2 jours de réflexion, les participants vont définir les produits de base à prendre en compte dans la composition du paquet minimum pharmaceutique. Un atelier salué par la Direction générale de l'accès aux produits de santé. En ce sens que ça vient renforcer vraiment les objectifs même de la Direction générale de l'accès aux produits de santé. En ce sens que ça va nous permettre d'améliorer la disponibilité des médicaments, l'accessibilité surtout des médicaments, c'est-à-dire rapprocher du médicament du patient.
Et cela, ça ne fait que renforcer les objectifs de la DGAV. Nous voulons savoir effectivement, est-ce que le rôle confié aux communautaires a réellement facilité l'accès des populations aux services de santé. Et pour cela, nous devrions définir à l'occasion de cet atelier des indicateurs qui vont nous permettre de suivre l'accès des populations à ces différents intrants dont on va identifier qui sont liés donc aux prestations déléguées donc aux communautaires. Donc il faut dire que c'est un atelier qui a vraiment des objectifs assez importants et qui pourrait effectivement permettre au RAM d'améliorer sa contribution aux efforts donc du gouvernement, aux efforts donc du secteur de la santé. Ces 48 heures d'atelier voulus par le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM s'inscrivent dans le projet Observatoire communautaire des pratiques pharmaceutiques. Dans ce projet, focus est mis sur les maladies du Fonds mondial que sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Sport football, l'AS Douane s'offre l'Asfa Yenenga lors du match en retard de la 4e journée de la Ligue 1 Lonabé. Match joué au stade Issouf Joseph Konombo hier 8 décembre. Score final 2-1 pour l'AS Douane. L'AS Douane totalise désormais 13 points moins 4 et occupe la 11e place du classement. Le résumé complet avec Assemitiam Touré. Pour ce match en retard, il fallait impérativement pour l'AS Douane avoir la victoire pour se relancer. Les hommes de Yaya Kone l'ont compris et imposent leur rythme dès le début à l'Asfa Yenenga. Dès la 8e minute de jeu, Adama Barrow surprend la défense de l'Asfa Yenenga grâce à un ballon de Aboubakar Sidiki Traoré et ouvre la marque. L'Asfa réagit avec cette tentative de Nicolas Doyon, mais c'est sans danger. À la suite, c'est Youssouf Barrow de l'AS Douane qui tente également de surprendre le portier de l'Asfa Yenenga d'une frappe lointaine. Les Gabelous multiplient les occasions et sur ce corner, Michel Batibo place sa tête et c'est le deuxième but. En seconde période, les douaniers reviennent à la charge avec Michel Batibo, mais sa frappe est repoussée par la barre transversale. Ahmed Diomandé également oblige Ousmane Sanon, le portier de l'ASFA, à se déployer pour éviter le troisième but sur ce coup franc de Mathieu Robert. Contre le coup du jeu, l'ASFA Yenenga profite d'une contre-attaque dans les derniers moments grâce à Yannick Pournogo pour réduire la marque sur un service impeccable de Ousmane Traoré entré en seconde période. Score final 2-1 pour l'AS Douane. Yaya Kone peut souffler enfin après 6 matchs sans victoire. Oui, effectivement, on est à la recherche de ce match référence, ce match qui allait nous permettre de reprendre confiance. Je pense qu'on a eu ce match aujourd'hui. Félicitations aux garçons. Mais vraiment, on a eu une bonne équipe de l'ASFA Yenenga face à nous. Et franchement, c'était un beau match, un match engagé de part et d'autre. Et bon, nous, tout simplement, on a eu la chance d'être réalistes et de mettre 2 buts. Et voilà, félicitations encore à mes garçons qui ont cru. On a passé une sale période. Alors, il fallait qu'on n'abandonne pas. Il fallait qu'on continue de croire, qu'on continue de positiver. Et je pense que ce soir, ils sont récompensés pour avoir cru jusqu'au bout. L'ASFA a manqué une opportunité de prendre la tête au classement après ce match en retard. Pour l'entraîneur, l'entame du match a été difficile et l'AS Douane en a profité. Non, je pense qu'on s'est plombé en première mi-temps en prenant ces 2 buts. Voilà, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu du retard. Ce retard, c'est dû à l'allumage. On a pris ce but-là et puis au moment où on était en train de s'organiser pour réagir, on a pris encore un but qui nous a coupé l'herbe sur le pied. On est reparti, mais je pense que mes garçons ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Ce deuxième but n'est pas venu. C'est pas faute de l'avoir eu. On paye un duel face à leur gardien. Félicitations à eux. Je pense que c'est le championnat, c'est le charme du championnat, comme je le dis toujours. Le bas du tableau bouscule le haut du tableau et c'est ce qui va donner du charme à ce face au foot. Et nous, on va se préparer pour pouvoir répondre aux prochaines journées. Avec ces 3 points de plus, l'AS Douane totalise à présent 13 points en attendant la prochaine rencontre face à Royal FC pour le compte de la 12e journée. En Allemagne, 2 mois et demi après les élections, le social-démocrate est devenu chancelier mercredi 8 décembre, faisant revenir le centre-gauche au pouvoir et refermant définitivement les 16 années de l'ère Angela Merkel. Olaf Scholz est le 9e chancelier allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. Le voilà officiellement chancelier d'Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi par le Bundestag, mettant un terme définitif aux 16 années de l'ère Angela Merkel. Soutenu par le SPD, les Verts et les libéraux,
Olaf Scholz, 63 ans, a reçu les suffrages de la majorité des députés du Bundestag 2 mois et demi après des élections générales en Allemagne. Il est allé dans la foulée se rendre à la résidence du président de la République, Frank-Walter Steinmeier, pour y recevoir son acte de nomination, puis est revenu prêter serment au Bundestag. Olaf Scholz va prendre les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant d'hommes que de femmes, dont certaines occupent des postes clés comme les affaires étrangères ou l'intérieur, une coalition inédite dans l'histoire de l'Allemagne. Je suis très reconnaissant pour ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche et du travail à accomplir. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. En tout cas, je ferai tout pour réussir. Avec le départ de celle que l'on surnomme la chancelière éternelle, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Allemagne. Peut-être devinez-vous qu'il s'agit d'une tâche passionnante, épanouissante, également exigeante. Et si vous l'abordez avec joie, alors c'est peut-être l'une des plus belles tâches qui soit que de porter la responsabilité de notre pays. Je vous souhaite sincèrement le meilleur dans votre travail, mais aussi d'être chanceux. Ces vœux sont également pour toute l'équipe. La dirigeante conservatrice a presque égalé à 9 jours près le record de longévité de son mentor Helmut Kohl. Elle doit désormais aborder, après 31 ans de carrière politique, une nouvelle tranche de sa vie, encore entourée de mystères. Fin de ce journal, merci d'avoir honoré ce rendez-vous de 20h. Je vous retrouverai demain 20h pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.